Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier point lecture de l'année qui risque d'être assez long puisque j'ai vraiment pas mal de lectures à vous présenter. Je dois vous parler de La justice de l'ancillaire de Anne Leckie, de Victorian Fantasy de Georgia Caldera, de La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, Les chants de Nuying de Émilie Kerbalek, et ensuite j'ai quoi? J'ai des trucs de ce côté-là. De L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein et de Gideon la Neuvienne de Tamsin Muir. Donc bon, en fait je crois que je vais pas tout faire dans cette vidéo, donc je vais certainement la couper en deux. On va commencer par Ursula Le Guin. J'ai donc lu La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, qui était la lecture commune du mois de décembre du book club de Snodza, que j'ai lu du coup en lecture commune avec les filles. Et c'était vraiment une très chouette lecture que je suis très contente d'avoir faite, et surtout maintenant que je l'ai lu, je comprends pourquoi c'est un classique et je comprends encore mieux l'approche d'Ursula Le Guin de la science-fiction, parce que déjà avec les deux livres que j'avais lus, moi j'ai lu Les Dépossédés qui avait été un énorme coup de cœur, et c'est avec ça que j'ai commencé Ursula Le Guin. Et et l'année dernière j'ai lu Le nom du monde des forêts, et je trouvais que déjà Ursula Le Guin elle avait une approche quand même assez originale de la science-fiction. Alors je sais pas si c'est original à notre époque ou si ça l'était, enfin c'est original tout de suite à notre époque, mais bon c'est des livres qui datent aussi un petit peu. Je sais pas si c'était aussi original au moment où elle l'a fait, parce que bon c'était quand même il y a quelques années. Celui-ci il est paru quand? En 1969 et en 71 pour la traduction française. Mais je pense que oui, déjà au moment où elle a publié, c'était déjà une approche qui devait voilà, différer de ce qui se faisait dans la science-fiction, et c'est d'ailleurs bien pour ça je pense qu'elle est devenue une autrice incontournable. D'ailleurs celui-ci il a reçu le prix Hugo. Ursula Le Guin elle a écrit un cycle de science-fiction qui s'appelle le cycle de l'écumène, et qui regroupe donc plusieurs romans de science-fiction de planète opéra qui sont indépendants les uns des autres, mais qui se situent dans le même univers mais à des dates différentes, évidemment sur des planètes différentes. Du coup on est dans un univers de science-fiction qui se passe dans le futur où l'humanité s'est dispersée dans les étoiles, et on a donc plusieurs gouvernements, plusieurs planètes qui se sont alliés pour former l'écumène, qui est donc un conglomérat, enfin une alliance en tout cas des gouvernements humains dans différents endroits de l'espace, et qui ont pour objectif de partager la science, de partager la culture, voilà, de faciliter les échanges entre les différentes planètes humaines. Et dans La main gauche de la nuit on va suivre donc un représentant de l'écumène qui a été envoyé par l'écumène sur la planète de Géten, qui est donc une planète glacée, une petite planète où il fait, voilà en fait globalement c'est un immense glacier avec des zones où il fait un petit peu moins froid. Il arrive donc sur cette planète où il y a en gros deux royaumes qui sont en conflit, enfin deux royaumes. Il y en a un qui est un royaume donc avec une monarchie, un roi, et l'autre qui est pas un royaume puisqu'il n'y a pas de roi, mais qui est une espèce de... c'est gouverné par un groupe de personnes qui sont élues, enfin il y a une dizaine de personnes, peut-être plus, je sais plus, qui gouvernent donc ce pays, mais il n'y a pas vraiment une personne au-dessus des autres, c'est voilà, c'est le groupe qui gouverne, enfin bref. Et ces deux pays sont actuellement en paix, même s'il y a des dissensions et des petits troubles à la frontière, et l'envoyé va commencer par tenter sa chance dans la monarchie, donc avec le roi du premier pays, en essayant de le convaincre d'adhérer à l'écumène, sauf qu'évidemment ça va pas du tout se passer comme prévu, puisqu'il se retrouve dans un milieu politique où il ne comprend pas les mœurs, il comprend pas les codes, il comprend pas vraiment la société dans laquelle il a été envoyé, il comprend pas non plus la société de l'autre côté de la frontière, et ça va amener plusieurs événements qui vont à un moment l'amener à fuir, et il va se retrouver dans une situation vraiment précaire, et il va devoir lutter pour sa survie. Et pour survivre il va surtout falloir qu'il comprenne dans quel monde il a été envoyé, et comment communiquer avec les gens, comment faire entendre son propos. Donc voilà en gros pour l'histoire, et je disais que Ursula Le Guin elle a une approche assez originale de la science-fiction, parce qu'elle a vraiment une approche anthropologique de la science-fiction. Elle écrit vraiment des romans qui vont nous pousser à essayer de comprendre l'univers et la société qu'elle nous présente dans ses romans, et en essayant de comprendre voilà, les sociétés imaginaires qu'elle a créées, forcément vont nous questionner sur la nôtre. Je trouve que c'est vraiment cette dimension anthropologique qui fait tout l'intérêt du roman, puisque elle va vraiment, c'est pas qu'elle va nous donner des détails sur la société, c'est qu'elle va vraiment nous inciter, enfin elle va essayer avec nous de la comprendre, vraiment de comprendre les fondements de cette société à partir de quelques différences fondamentales qu'on a avec notre univers, enfin qu'il y a entre la société imaginaire et notre univers. Elle va essayer de voir comment ces différences là vont faire que la société va évoluer différemment, que les gens vont se comporter de telle manière. Et là notamment il y a deux choses très importantes sur l'univers qu'elle a écrit, enfin l'univers donc de La main gauche de la nuit. C'est déjà que c'est une planète glaciale, enfin un immense glacier, ce qui fait que forcément pour survivre les gens et les sociétés ont dû s'organiser
de différentes manières et que ça a influé sur... Enfin voilà, en fait il y a toute une réflexion qui était déjà présente dans les dépossédés sur le fait que les conditions de vie, les conditions matérielles, enfin écologiques, géographiques, le climat et tout, vont forcément influencer les sociétés puisque ça va modeler notre manière de vivre. Si t'es dans un territoire très aride avec très peu de nourriture, bah forcément ta société va s'organiser différemment que si c'est l'abondance autour de toi. Donc il y a tout cet aspect là qui est présent et qui est développé dans La main gauche de la nuit. Et il y a tout un autre aspect qui est hyper intéressant aussi, et d'ailleurs je crois que c'est surtout pour cet aspect là que le roman est célèbre, c'est que les habitants de la planète Getten sont tous androgynes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois hommes et femmes. En fait ils ont un cycle hormonal qui fait que la plupart du temps ils sont asexués, ils ne sont ni hommes ni femmes, mais avec le pic d'hormones de leur cycle hormonal ils vont développer des caractéristiques sexuelles. Donc ils n'ont pas vraiment de genre puisque la plupart du temps ils ne sont ni l'un ni l'autre, et de toute façon quand ils sont mâles ou femelles, bah, c'est amené à changer puisque c'est juste un cycle hormonal qui... voilà, qui tourne et qui passe. Et Ursula Le Guin amène énormément de réflexions sur ces questions de genre et de binarité de genre et comment elle modèle aussi la société et comment bah, cette société qu'on a imaginaire dans le livre va différer de la nôtre sur toutes les questions bah, voilà, de genre, de sexualité, de plein de choses en fait. Elle nous montre en fait comment la binarité de genre comme on la connaît dans notre monde, dans notre société, a influencé énormément de choses, et notamment il y a le chapitre 7 qui est passionnant et qui va vraiment condenser tout un tas de réflexions toutes plus intéressantes les unes que les autres sur toutes ces idées là, et c'était vraiment passionnant. Donc voilà, c'est un roman qui propose énormément d'idées, énormément de réflexions sur nos sociétés, mais aussi sur la différence, enfin sur les différences globalement qui peut exister d'une société à l'autre, et c'est vraiment un point assez important du roman, notamment dans la deuxième partie, puisqu'en fait on a une première partie qui est plutôt une partie d'intrigue politique où le personnage va un petit peu se démêler au milieu du pétrin politique dans lequel il est, et dans la deuxième partie on a un côté beaucoup plus intimiste, beaucoup plus concentré sur juste deux personnages. On a notre personnage principal et on a un autre personnage qui est présent aussi, et dans cette deuxième partie il y a aussi un côté plus contemplation de la nature, contemplation des éléments qui m'a beaucoup plu, alors que d'habitude c'est vraiment pas franchement ce que je recherche ou que j'affectionne dans les romans. Au tout début de ma lecture je trouvais que c'était un petit peu confus, notamment au niveau des enjeux, je comprenais pas trop ce que notre personnage faisait là, et dans la première partie je manquais un petit peu de points d'accroche dans le récit, j'étais pas forcément portée. De manière générale c'est un récit qui a un rythme quand même assez lent et très réflexif, introspectif, c'est pas du tout un roman d'aventure. C'est intéressant mais c'est pas franchement palpitant, et j'ai eu plusieurs coups de mou qui heureusement sont toujours rattrapés par la plume d'Ursula Le Guin qui arrive à m'emporter, même si c'est une plume assez poétique et tout, alors d'habitude c'est pas trop mon truc. Mais heureusement que le roman était pas trop long parce que là il doit faire moins de 350 pages, et s'il avait été plus long j'avoue je me serais certainement ennuyée. Donc voilà pour cette lecture qui était donc une très chouette découverte. Alors ensuite je voudrais vous parler du premier tome des Chroniques du Ratch, donc La justice de l'ancillaire de Ann Leckie, que j'ai terminé déjà il y a quelques semaines, que j'ai terminé sur une impression un petit peu mitigée au point que j'étais pas sûre de lire le tome 2, et finalement avec un petit peu de recul je me dis que c'était quand même pas mal du tout, et j'ai quand même prévu de lire le tome 2 parce que voilà, avec du recul je me dis qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui m'intéressaient, et surtout le tome 2 je pense sera plus rythmé que le tome 1, parce que c'est vraiment le reproche je pense majoritaire que je ferai au tome 1, enfin deux reproches majoritaires. C'est assez confus au début au niveau des enjeux, de l'intrigue, de l'univers, je comprenais pas trop où j'étais, et je trouve qu'il y avait aussi des problèmes de rythme. En tout cas j'ai eu beaucoup de moments où je m'ennuyais un petit peu. En fait c'est pas que je m'ennuyais totalement, mais il y avait des moments quand même je décrochais un petit peu, et voilà je trouve que c'était pas assez rythmé à mon goût. Mais passons, du coup je pense que j'ai été déçue pour ce roman puisque j'avais des attentes quand même assez élevées, puisque c'est un roman qui a reçu le prix Hugo, le prix Nebula, le prix Locus et certainement d'autres prix, enfin British Fantasy, Arthur C. Clarke, British Science Fiction, Bob Moran, enfin bref il a raflé tous les prix l'année de sa parution, donc je m'attendais forcément à quelque chose d'assez incroyable, et finalement c'était bien, c'était intéressant, c'était original, mais ça m'a pas non plus bah voilà, c'est à dire que je pense que j'avais beaucoup d'attentes, et finalement c'était un bon roman, mais c'était pas non plus c'était pas non plus si ouf que ça j'ai trouvé. Bon enfin bon, il y avait des choses cool, mais c'était voilà, bref c'était pas du tout un coup de cœur. Alors La justice de l'ancillaire c'est le premier tome d'une saga de space opéra où on va parler notamment de la thématique de l'intelligence artificielle, puisque notre personnage principal c'est une intelligence artificielle qui a été transférée dans un corps humain. Alors pour reprendre depuis le début, l'empire du Ratch c'est un empire intergalactique qui s'étend dans tout l'univers, avec notamment qui colonisent l'univers, puisqu'ils ont une méthode d'invasion, de colonisation des planètes assez vénère, qui consiste en fait à envoyer d'immenses vaisseaux avec à l'intérieur des ancillaires. Les ancillaires en fait c'est des corps humains dont on a enlevé l'esprit,
et à l'intérieur desquels on met des intelligences artificielles. C'est-à-dire en fait, si j'ai bien compris, chaque vaisseau a une intelligence artificielle et cette intelligence artificielle se déploie dans quasiment toute la technologie du vaisseau, dont les ancillaires, et ils envoient donc des armées d'ancillaires sur les planètes pour, voilà, pour prendre le pouvoir sur les planètes et imposer l'empire du Ratch et la religion du Ratch. Donc c'est comme ça que le Ratch s'étend, mais évidemment on se doute qu'il ne se fait pas que des amis en procédant comme ça, et aussi il n'est pas la seule puissance dans l'univers, donc voilà, on se doute qu'il va y avoir des petits problèmes. On va suivre donc un personnage qui est une intelligence artificielle, qui était donc un vaisseau, un immense vaisseau spatial de guerre qui avait été envoyé voilà, dans une zone de guerre, mais qui malheureusement a été détruit. Il a été voilà, il a été détruit, et au début du roman on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi ce vaisseau et tout l'équipage et tous les ancillaires, enfin bref, on ne sait pas pourquoi ce vaisseau a été abattu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il reste un seul fragment de cette intelligence artificielle qui a réussi à s'échapper dans le corps d'un ancillaire, et donc il ne reste voilà, que cet ancillaire là de l'intelligence artificielle, qui était donc très étendue, très puissante, et maintenant qui se retrouve réduite à un seul corps, qui va décider de se venger, puisque nous on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ce vaisseau a explosé. On va l'apprendre au fur et à mesure du roman, mais notre personnage lui sait très bien ce qui s'est passé et il va décider de se venger, que si son vaisseau a explosé, c'est à cause d'intrigues politiques, de magouilles politiques. Donc, voilà, on part sur une histoire de vengeance avec plusieurs temporalités, puisqu'on va voir la temporalité présente où notre personnage sous la forme d'un corps d'ancillaire est à la recherche de quelque chose ou quelqu'un qui pourrait l'aider à accomplir sa vengeance, sauf qu'il va se retrouver sur des planètes lointaines, qu'il va retomber sur des gens, et que bon bref, évidemment il va se passer des choses. Et en même temps on a des passages qui se situent dans le passé. On va suivre une lieutenante qui faisait donc partie de l'équipage du vaisseau spatial de notre personnage, et qui a été envoyée sur une planète pour être en gros gouverneuse de la planète et pacifier la planète. Et on va suivre ce qui s'est passé avec cette lieutenante, ce qui s'est passé sur cette planète, puisque voilà, notre personnage d'intelligence artificielle était aux côtés de la lieutenante en tant que garde du corps. La planète a été pacifiée ou pas, quels étaient les conflits politiques sur cette planète, les enjeux entre la ville haute, la ville basse, et qui voulait quoi, enfin bon bref, on sent qu'il se passe des choses à cet endroit. Je dois dire que le début du roman m'a un petit peu perdue, parce que j'ai trouvé que le partage des informations était quand même assez confus. En fait, il y a énormément de choses à appréhender avec le début du roman, puisqu'on est sur un empire galactique, on a du vocabulaire, on a plusieurs pays, plusieurs gouvernements, plusieurs personnages, on a quand même beaucoup de choses à assimiler de tout cet univers. Évidemment, au bout d'un moment, on finit par raccrocher les wagons et par comprendre ce qui se passe, où on est et tout, mais quand même, disons que le début était un petit peu laborieux et que je pense qu'on aurait pu largement nous faciliter la tâche. Ce qui concerne les passages dans le passé avec du coup cette lieutenante, c'est des passages que j'ai beaucoup aimés, mais surtout vers le milieu du livre. Au début je comprenais pas, je vous avoue qu'au début je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui se passe sur cette petite planète, ça a l'air d'être une planète pas très importante avec très peu de richesse, pourquoi on nous parle de ce marécage, enfin vraiment je comprenais pas ce qui se passait, mais au bout d'un moment on finit par s'attacher à l'ambiance de cette planète, au personnage de la lieutenante, et j'ai bien aimé ces passages là. Quand j'arrivais vers la moitié du roman, je trouvais que c'était vraiment chouette, mais ce que j'ai préféré par dessus tout dans le roman, c'est vraiment le traitement de l'intelligence artificielle et de notre personnage qui est une intelligence artificielle. J'ai trouvé que c'était une approche hyper originale, c'était vraiment passionnant, ça m'a fait penser au tome 2 des Voyageurs de Becky Chambers. On retrouve voilà certaines idées et j'ai beaucoup aimé, enfin je trouve que c'était hyper intéressant vraiment cette idée que notre personnage c'est une intelligence artificielle. Donc déjà c'est pas un personnage comme on a l'habitude d'en voir, déjà c'est pas un humain. Si on peut parler d'histoire personnelle, il a clairement pas une histoire personnelle comme les autres, puisque lui c'était un vaisseau de guerre avec certains objectifs, certains modes de pensée et tout, donc c'est super intéressant. Et en plus c'est une intelligence artificielle qui est amputée, puisqu'avant c'était un immense vaisseau avec plusieurs corps qui voyait à travers plein de trucs en même temps, qui avait énormément de capacités et tout, et maintenant il ne reste plus qu'un seul corps à cette intelligence artificielle, elle est donc énormément amputée de ses capacités, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que vraiment tout ça c'était passionnant, et c'est lié à d'autres thématiques du roman qui arrivent vers la fin que j'ai trouvé super intéressantes et qui ont été une vraie surprise. Au début j'étais là oui ok c'est intéressant, mais j'attendais le moment où il y allait avoir voilà un élément de surprise, vraiment quelque chose dans l'intrigue qui me ferait me dire ah oui ok ça c'est cool, ça je l'avais jamais vu, enfin bref un petit truc en plus dans l'intrigue. Et on a tout ça qui arrive vers la fin, puisqu'on comprend certaines choses et il y a des développements qui arrivent que j'ai trouvé assez intéressants, où on est aussi sur des questions d'identité, d'intelligence artificielle, de fragmentation et tout, et j'ai trouvé que c'était très cool, enfin en tout cas c'était assez original, et surtout ça promet un deuxième tome qui va plutôt partir dans cette direction là je pense, et je l'espère qu'il sera un petit peu plus dynamique au niveau du rythme, parce que ce tome là était quand même parfois
un petit peu, pas plombant, mais un niveau en dessous de plomb, enfin je sais pas comment dire, j'irais pas jusqu'à dire que c'était parfois un petit peu plombant, mais disons que ça manquait un petit peu d'entrain j'ai trouvé, et surtout comme c'était un peu confus, que parfois c'était un petit peu lent et tout, bah voilà, c'est pour ça que c'est pas une excellente lecture, c'était une bonne lecture avec des très bonnes idées, des choses dont je me souviendrai et tout, et je pense du coup lire la suite parce que je suis très curieuse de ce tome 2, mais c'était pas une incroyable lecture, donc voilà pour ça. Et on termine ce point lecture avec une de mes dernières lectures qui est donc Gideon la 9e de Tamsyn Muir, le premier tome, Le Tombeau scellé, qui est un roman qui m'a été offert par mon petit frère pour Noël et que j'ai lu quasiment directement après l'avoir reçu. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, alors j'en attendais beaucoup et je dois dire que même si j'ai beaucoup aimé, je sais pas, je m'attendais à avoir un énorme coup de cœur parce que beaucoup de personnes avec qui j'ai beaucoup de goût commun l'avaient adoré, avaient eu un coup de cœur, et je vous avoue que même si c'était une excellente lecture, pour moi il a manqué un petit truc, notamment dans toute la première partie où je me demandais un petit peu quand même ce qu'on foutait là. Dans la deuxième partie ça devient plus clair, mais quand même pour moi il y a eu un truc de... c'était limite peut-être un petit peu trop bizarre pour que j'arrive à capter vraiment l'importance de tout ça pour les personnages dans l'univers. Enfin j'ai eu du mal à tout mettre... Enfin, ça m'a un peu perturbée, voilà, je sais pas trop comment dire autrement. Alors, pour l'univers, on est dans un univers vraiment très mystérieux, dont finalement on ne sait pas grand chose. Par contre on se pose énormément de questions, il y a énormément de questions qui restent sans réponse à la fin du livre, parce que on nous ébauche beaucoup de choses, on nous donne des indices sur beaucoup de choses, mais finalement tout ça reste assez peu expliqué. On est donc sur un univers de science-fiction, mais vous le verrez, il y a aussi de la magie dans cet univers, donc un univers de science-fantasy, mais les repères sont plutôt les repères de science-fiction, puisqu'en fait on est sur un empire qui s'étend sur plusieurs planètes, et sur chaque planète il y a une famille voilà qui règne sur sa planète, et donc il y a une espèce de famille royale et les habitants de la planète, et chaque famille a un talent de nécromancie particulier, une spécialité entre guillemets, donc on est sur une magie clairement qui est liée à la mort, hein, clairement à la mort, aux cadavres, aux os, à des trucs comme ça, à l'âme, à la psyché, enfin on est sur ce mood là de magie, donc c'est de la nécromancie, et toutes les familles sont donc gouvernées par l'empereur qui est une espèce d'empereur dieu. On va justement se situer dans la dernière maison qui est la 9e maison, et qui est vraiment la plus glauque, enfin on sait pas trop ce qui se passe à vrai dire dans les autres familles, mais ça peut difficilement être pire que dans la 9e maison. Déjà tout le monde est vieux, décrépit, c'est une espèce de culte religieux, c'est extrêmement bizarre, et on va suivre donc un personnage féminin qui est le personnage de Gideon, qui a grandi dans cette 9e maison, mais qui était à la base pas franchement destinée pour y vivre, puisqu'en fait elle est un petit peu arrivée là par accident. C'est pas vraiment une esclave, mais en tout cas elle peut pas vraiment partir parce qu'elle est liée à cette maison, enfin bref il y a quelque chose comme ça. Et autre chose d'assez glauque, c'est qu'avec la fille héritière de cette maison, donc la fille du roi et de la reine de la maison, qui est donc la respectable fille, qui est donc voilà la princesse, en gros l'héritière de la famille royale, elles sont les deux seules jeunes personnes de la maison. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adolescents, il n'y a pas de jeunes adultes, il y a vraiment que elles deux plus les vieilles personnes, les vieilles tantes et bon bref toutes les personnes âgées de cette maison. Donc l'ambiance n'est pas terrible, d'autant plus que Gideon et du coup la fille héritière se sont toujours détestées depuis leur enfance. Elles se haïssent totalement, puisqu'elles ont vraiment une histoire personnelle faite de beaucoup de traumatismes et de choses horribles, de drames et tout, et donc voilà, elle se déteste, et Gideon a toujours eu pour objectif de s'enfuir de cette maison. La fille héritière va lui proposer, enfin la respectable fille, bon bref la fille héritière c'est pareil, va lui proposer un pacte et un contrat qui devrait pouvoir les satisfaire toutes les deux, et qui ferait que après qu'elle ait rempli cette dernière mission, Gideon serait libre de partir, et pour ça il faut qu'elle accepte de jouer le rôle de cavalière de la respectable fille. En fait il se passe un truc assez ouf en ce moment dans les maisons, c'est que l'empereur a envoyé une lettre demandant à toutes les maisons d'envoyer un héritier et le cavalier de l'héritier sur une île, pour qu'en gros ils choisissent les prochains licteurs, et les licteurs c'est des espèces de demi-dieux en gros, qui sont pas des dieux au niveau de l'empereur, mais qui ont quand même des pouvoirs extraordinaires, qui sont quasiment immortels, et qui voilà qui sont les bras droits de l'empereur. Licteur c'est une position très privilégiée, et évidemment toutes les maisons, tous les héritiers des maisons ont très envie de devenir licteur, sauf que pour devenir licteur il faut être un nécromancien, et il faut être accompagné d'un cavalier, c'est-à-dire une espèce de garde du corps avec lequel tu prêtes serment. Sauf qu'en fait le cavalier il me mange les pieds, mais va-t'en. Sauf qu'en fait le cavalier de la 9e maison est vraiment très nul, donc en fait la respectable fille, si elle part avec lui, elle est à peu près sûre qu'elle ne réussira pas, et voire même qu'elle mourra dans l'épreuve. Il continue à me manger le pied, mais arrête.
Donc elle va demander à Gideon de l'accompagner, de devenir, enfin pas vraiment de devenir sa cavalière puisqu'elles n'ont pas prêté allégeance, mais de faire semblant d'être sa cavalière, puisque Gideon est un prodige à l'épée, sur l'île où elles sont rejointes par les héritiers des 7 autres maisons. Et là on leur annonce que à la fin de tout ça, certains d'entre eux vont devenir licteurs, mais c'est tout ce qu'on leur dit. Et donc au début quand on est sur cette île, on comprend vraiment pas trop ce qui se passe, on n'a vraiment pas d'idée de vers où va partir l'intrigue. Et au fur et à mesure l'intrigue va un petit peu s'affiner et on va partir vers une intrigue de un petit peu de jeu de piste, de jeu d'énigmes, un petit peu en mode escape game, enfin c'est très bizarre, c'est vraiment très surprenant. C'est vraiment étrange parce que d'un côté on a ce côté jeu de piste labyrinthique avec des choses hyper dangereuses puisque voilà on comprend pas trop ce qui se passe, mais par contre on comprend bien que c'est dangereux parce que quand même sur cette île il y a des choses dangereuses, il y a des gens qui meurent et voilà c'est lié à la magie, à la nécromancie, à tous ces trucs, il y a des os qui traînent, des cadavres, des phalanges, enfin bon bref on a cette ambiance là d'un côté, mais en même temps il y a un côté un petit peu colonie de vacances avec ces héritiers qui sont là, certains qui se tournent les pouces, d'autres qui se baladent dans la maison, enfin on comprend pas trop. Ça reste un roman avec une ambiance quand même assez sombre déjà puisque vous voyez il y a tout ce côté nécromancie, il y a quand même des gens qui meurent et aussi il y a toujours un danger qui plane au-dessus des personnages. Déjà parce qu'il y a une espèce de magie nécromantique dangereuse sur l'île, mais aussi puisque en cas de conflit d'une maison à l'autre, s'il y en a une qui offense l'autre maison, c'est les cavaliers qui doivent s'affronter ensemble. Désolée la lumière rebouge. C'est les cavaliers qui doivent s'affronter en duel pour réparer l'outrage. Donc globalement Gideon peut mourir à tout moment sans trop savoir pourquoi parce que clairement elle est totalement paumée. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que là encore c'est un personnage qui est quand même très original. C'est un personnage qui a un côté très nonchalant, très avec un humour très caustique, très sarcastique qui a qu'une envie, c'est s'échapper de la 9e maison et qui en même temps, enfin je sais pas, c'est un personnage qui est... Je saurais pas trop la qualifier, c'est assez étrange, mais elle a beaucoup de... Elle est hyper attachante parce qu'elle a vraiment un bon fond, elle a un grand cœur, mais elle est parfois un petit peu... un peu, comment dire, un peu couillonne quoi si je peux me permettre. Et on s'attache aussi au personnage de la respectable fille, donc la nécromancienne, puisque évidemment même si elles peuvent pas se supporter, on se doute bien que dans des conditions aussi compliquées, elles vont devoir faire des efforts l'une avec l'autre et ça va rouvrir un petit peu des blessures du passé et elles vont se retrouver vulnérables l'une face à l'autre et j'ai trouvé que cette relation de rivalité et de haine et tout était super bien fichue, enfin c'était très... Enfin, j'ai beaucoup aimé leur relation à toutes les deux. On a quand même pas mal de personnages secondaires puisqu'on a les héritiers des autres maisons avec à chaque fois leurs cavaliers et ça fait pas mal de personnages. Heureusement qu'au début du roman il y a un petit tableau récapitulatif de qui est qui appartient à quelle maison, mais finalement ça va. Au début forcément on a un petit peu de mal, on a besoin voilà de se redire qui est qui, mais finalement les personnages sont quand même assez bien caractérisés. J'ai beaucoup aimé c'est que à travers ces personnages et ces différentes maisons, l'autrice nous laisse entreapercevoir d'autres mystères du monde, d'autres choses, la richesse de cet univers qu'elle a créé. On voit notamment qu'il y a des alliances politiques, qu'il y a des trucs sur la magie, qu'il y a des espèces de sectes religieuses, il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent. Enfin, c'est vraiment assez difficile je trouve de parler de ce roman puisque c'est tellement un truc que j'avais jamais lu, jamais vu, c'est tellement vraiment original et perturbant que je sais pas trop quoi dire en fait. Vraiment cette ambiance très particulière sur cette île que j'ai trouvé hyper immersive avec à la fois le côté huis clos. Ils sont sur une île, ils peuvent pas partir, ils peuvent contacter personne. Il y a des squelettes partout, il y a des dangers nécromantiques en même temps. T'as l'impression que certains voilà sont en colonie de vacances comme je disais, c'est assez particulier. T'as vraiment une ambiance, une intrigue et des personnages qui sont assez particuliers, très originaux. Ça fait vraiment quelque chose d'assez unique avec en plus voilà la nécromancie plus les duels à l'épée, ça fait vraiment un cocktail assez détonnant. J'ai passé un très bon moment malgré quelques coups de mou, malgré quelques lenteurs j'ai trouvé, notamment au moment où elles arrivent sur l'île et que on sait pas trop ce qui se passe et j'avais envie de dire oui bon enfin c'est sympa mais je voudrais quand même je voudrais savoir ce que je fais dans ce livre quand même. J'ai l'impression que j'ai dit que la moitié de ce que je voulais dire sur ce roman mais c'était tellement perché que... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir les 3 livres que je vous ai présentés. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera du coup certainement aussi un point lecture puisqu'il me reste les 3 autres livres à vous présenter. Donc voilà, je vous laisse ici et puis à la semaine prochaine.